Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour ce forum sur le don d'organes qui verra donc non pas s'affronter, mais dialoguer des représentants du monde des religions et des représentants des personnalités du monde médical. Et ça, je tiens à le souligner, c'est une première. Ça ne s'est jamais produit en Suisse, ça n'est même pas connaissance à l'étranger. Monsieur Pasquale, qui a passé bien quelques années, plus d'une dizaine aux États-Unis, il a dit « il n'avait jamais vu ça ». Et cette première, on la doit à une femme admirable, à l'énergie débordante. C'est Antoinette Vallotton qui organise, comme vous le savez, depuis plus de 27 ans maintenant, je crois, les rencontres de la Rotonde. Alors, Antoinette, la parole est à vous en guise d'introduction. Et d'abord, cette question, comment vous êtes venue cette idée géniale, en tout cas pour l'instant? Merci. J'aimerais tout d'abord, si vous permettez, Pierre, j'aimerais quand même vous dire bonsoir à tous. Au printemps 2010, j'ai mis sur pied 6 soirées publiques en Suisse romande pour la présentation de Chamad, un film de journaliste Marc Decret, racontant ses 3 expéditions sur son voilier, dont l'une jusqu'à Saint-Pétersbourg, emmenant avec lui des greffés, pour prouver qu'il pouvait vivre normalement. Je fus très étonnée par le manque d'informations dans l'auditoire et surtout par la peur que tout le monde a, ou presque tout le monde. Aurais-je vraiment perdu la vie au moment où la mort cérébrale sera déclarée? Certaines réflexions m'ont choquée, telles que « je ne donnerai pas mon cœur car c'est le reflet de mon âme » ou « je préfère mourir que de recevoir l'organe d'un détenu » ou encore « je ne suis pas concerné ». Monseigneur Gmür et vous, pasteur et professeur d'éthique de Muller, est-ce que vous parlez du don d'organes devant vos fidèles ou à l'UNIL devant vos étudiants? Et vous, Ibrahim Youssef et François Garay, lors de vos rencontres avec vos ouailles? Et vous, Gianfranco Bello, Franco Bello, lors de vos émissions sur l'histoire du bouddhisme? À Espace 2, ce serait important. Quant à vous, professeur René Prêtre et Emmanuel Pasquale, inutile de vous le demander, vous réalisez des miracles en salle d'opération et j'aimerais, mesdames, messieurs, remercier tout spécialement le professeur René Prêtre. Mesdames, messieurs, est-ce que vous avez souvent vu des cartes de donneurs dans les salles d'attente des médecins, des dentistes, dans les pharmacies ou alors partout, dans les hôpitaux, par exemple? Non. Il y a 1100 patients dans l'attente, une Suisse qui vient à la dernière place en Europe, des lois qui font défaut. Franz Zimmer, comment faites-vous pour coordonner le tout à l'échelon national? Troublé par ces questions, j'ai voulu rassembler ces éminents représentants des religions et de la médecine pour connaître leur position sur ce sujet brûlant et si mal défendu. Et je suis très heureuse que ce soit à l'enseigne des rencontres de la Rotonde. Pierre Bavot, à vous de jouer. Merci Antoinette. Alors je vous propose pour l'applaudir. Moi je vous propose pour un peu planter le décor en termes de don d'organes en Suisse, de tout de suite donner la parole à monsieur Franz Zimmer, qui est donc le directeur, qui est docteur en chirurgie cardiaque, mais qui est également directeur de Suisse Transplant, qui est donc l'organe, la Fondation nationale pour le don et la transplantation d'organes en Suisse. Alors Franz Zimmer, où est-ce qu'on en est? On sait qu'il y a actuellement beaucoup de donneurs en attente, que la Suisse a ce paradoxe d'être un pays à la pointe de la technologie médicale et à la traîne concernant les dons. Franz Zimmer. Bon, merci beaucoup. Comme l'avait dit Madame Vallotton, la Suisse est vraiment dans ce contexte à la traîne. On observe dans la liste d'attente qui a augmenté de 750 patients en liste d'attente en 2008 sur actuellement plus que 1200, ce qui est un fait qui nous trouble beaucoup parce que vu le nombre de donneurs qui reste stable, autour de 90 à 100 donneurs à l'année qui peuvent donner cet organe à un receveur en liste d'attente. Cette pénurie d'organes a en principe comme effet qu'on a des gens en liste d'attente qui meurent, qu'on n'a pas les organes dans les situations où c'est vraiment nécessaire et les patients qui sont greffés sont de plus en plus malades, ce qui pose des problèmes majeurs pour les hôpitaux. Dans ce contexte, on est aussi confronté à une situation assez particulière que dans les 2 dernières années, le taux de refus
qui est autour de 40% pour l'Europe, augmente, qui dépasse même 60 à 70% dans certaines régions en Suisse. C'est un taux de refus où les proches disent non au don d'organes si le proche en principe est dans une situation de mort cérébrale. Alors la famille dit non parce que la personne décédée en état de mort cérébrale n'a pas pris sa décision, et puis on sait que ce pourcentage des gens non décidés c'est autour de 40 à 50% dans la population suisse. Et vous m'avez dit l'autre jour aussi que parmi ces refus, à peu près la moitié des refus, près de la moitié des refus de la part des proches, il y avait 20% de refus pour raisons religieuses. Vous confirmez ce chiffre? On sait effectivement que dans des villes comme Genève, par exemple, c'est un problème majeur avec les différentes cultures, que les gens ne sont pas au courant quelle est l'attitude de la religion vers le don d'organes. Et puis ça, c'est la raison pour laquelle c'est très important qu'on peut parler cette soirée à ce sujet-là. Et puis je pense, comme à Genève, par exemple, ça fait en tout cas 20% des refus, c'est lié à des incertitudes concernant le don d'organes. Peut-être juste un mot également, parce que c'est important, sur le cadre légal concernant les transplantations. Il y a une loi qui a été adoptée en 2004, qui est en vigueur depuis 2007, et pour faire court, donc, elle prévoit le consentement explicite de la part des donneurs, c'est-à-dire soit on respecte la volonté du défunt via la carte de donneur, ou soit on doit avoir l'accord des proches. C'est ça pour la résumer. C'est correct. Donc, en principe, la carte donneur donne l'autorisation de prélever des organes, mais en Suisse, le prélèvement d'organes se fait seulement après l'entretien avec la famille, et c'est clair, pour la famille qui doit décider pour le défunt, c'est beaucoup plus facile si on sait l'avis du défunt. Et puis si on ne le sait pas, la famille souvent dit non, parce que c'est des situations très difficiles où la famille est confrontée dans cette situation. Merci. Donc je retiens ce chiffre, près de 1200 patients en attente actuellement. Pas mal de jeunes avec des conséquences tragiques. Ce paradoxe, donc la Suisse à la pointe de la technique médicale en termes de transplantation, mais à la traîne au niveau des dons. René Prêtre, faut-il vous présenter, vous avez été notre homme de l'année. Merci d'ailleurs d'avoir fait exprès le déplacement à Zurich, parce que vous n'êtes pas encore venu en voisin, puisqu'il faut-il le rappeler, vous allez exercer au CHUV dans une année à peu près, en août 2012, sauf erreur. Oui. Alors comment vous le vivez, vous, en tant que chirurgien cardiaque spécialisé en pédiatrie, ce paradoxe helvétique? Écoutez, enfin, c'est surtout mes collègues qui suivent ces patients en fin de course avec des gros problèmes cardiaques, qui essaient de les tenir le mieux possible avec les médicaments. Bien sûr, quand on arrive assez bien, en particulier avec le cœur, je ne parle pas des autres organes, mais on arrive assez bien à voir les courbes un petit peu s'étaler à donner des survies, par exemple, de 6 mois, 8 mois, avec une assez bonne précision. Mais bien entendu, comme je l'ai mis dans mon article hier, la transplantation, en particulier chez les enfants, passe un drame en amont, et on n'est pas là à souhaiter non plus la mort d'autres personnes, mais malgré tout, on ouvre les journaux et on voit tous les jours des drames qui se sont passés, et c'est bien sûr là qu'il faut penser que nous, on a des enfants ou des jeunes adultes qui aimeraient bien profiter de cela. Alors, il y a un élément aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a la problématique des dons. Si je peux juste faire un aparté, on parlait de la Suisse à la pointe de la technologie médicale. Est-ce que cet aspect-là, également, est un frein aux transplantations, en ce sens qu'en Suisse, on va, et tant mieux d'ailleurs, mais essayer de garder les gens le plus longtemps possible vivants et faire tout pour les sauver, notamment en cas de problèmes cérébraux? On ne doit pas perdre cet élément de vue. Nous, médecins, nous sommes là pour sauver des gens, pour faire le maximum, s'ils ont encore une chance, pour se battre et leur donner cette chance. On n'est pas là pour essayer de, assouvir nos listes de transplantation. Et c'est clair que la Suisse est également un pays à la pointe dans beaucoup de secteurs, en particulier la neurochirurgie, et je sais que certaines équipes vont encore plus loin, et des gens qu'on aurait peut-être déclarés donneurs il y a 5 ans, aujourd'hui on essaie encore une thérapie, et quand celle-ci n'a pas marché, ils ne deviennent plus donneurs pour des raisons d'infection, de choses comme cela. Mais dans cette logique-là, on doit absolument se battre pour ces patients. On est là vraiment a priori pour donner le maximum de chance. Et si bien sûr quelqu'un est mort et n'a plus aucune chance, c'est à ce moment-là qu'effectivement on espère que ces personnes seront des donneurs. Mais on ne doit pas perdre cette priorité de vue. Je vous remercie. Je vous propose de terminer ce premier tour de table un peu médical, de quoi poser un peu les bases du problème avec vous, professeur Manuel Pascual. Vous êtes donc chef du service des transplantations au CHUV à Lausanne. Il y avait ce chiffre, près de 50% des refus de la part des proches, et on parle bien là de la problématique des
des donneurs décédés, hein, et pas des donneurs vivants tels que transfusion de sang, etc., dons de tissus, voire d'organes non vitaux. Là, au service de transplantation, au CHU, vous êtes confronté à ces cas-là et à cette résistance aussi de la part de gens qui invoquent des raisons religieuses. Alors, disons que toute la partie de la mort cérébrale et des patients qui décèdent se passe plutôt aux soins intensifs. Donc moi, je suis un médecin transplanteur qui n'intervient qu'une fois que la mort cérébrale est déclarée et puis que les organes sont prélevés pour être transplantés. Mais disons que la particularité, donc les problèmes qu'on retrouve au niveau suisse qu'a décrit Franz Zimmer se retrouvent en fait un peu partout dans les villes et dans les hôpitaux universitaires. Mais peut-être une particularité nouvelle de la Suisse romande qu'il faut mentionner, de la Suisse romande et du Tessin, et qui a été mise en place par les médecins intensivistes. C'est vraiment un réseau qui a été mis en place par les médecins intensivistes qui s'appelle le programme latin de dons d'organes, qui est un nouveau programme qui vise à mettre en place des coordinateurs de dons dans chaque hôpital avec soins intensifs. Et puis, il y a une coordinatrice générale qui coordonne le tout, donc pour la Suisse romande et le Tessin. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné la loi qui a été mise en vigueur en 2007, en juillet 2007. On avait constaté qu'entre 2007 et 2008, rien n'avait vraiment changé. C'est seulement à partir de 2008 que ce programme a été mis en place et que les résultats se sont fait voir avec une augmentation de l'identification des donneurs dans les hôpitaux qui dépendent de ce programme, qui sont pris en charge de la même façon. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à travers une meilleure organisation, le nombre de donneurs identifiés, le nombre de familles qui sont d'accord de donner des organes augmente, même si c'est discret. Il y a eu une augmentation de 50% entre 2008 et 2010, ce qui est quand même significatif. Et donc, en dehors des questions religieuses ou de croyances, ou quelles que soient les raisons, disons, qu'une famille accepte ou refuse, il y a aussi l'information, évidemment, qui est très importante. Ce qu'on voit, c'est qu'à travers cette meilleure organisation, les choses peuvent s'améliorer. Et ça, c'est un message, évidemment, que Franz Zimmer connaît bien. L'idée, c'est que toutes les régions en Suisse travaillent un petit peu de la même façon pour harmoniser cette partie organisationnelle. Un dernier chiffre peut-être pour terminer, Franz Zimmer, c'est à peu près 500 transplantations en Suisse par année, c'est ça, c'est juste? Oui, il y a 500 patients greffés à l'année ces 2-3 dernières années. Avec une ordre de priorité, la plupart c'est surtout le rein qui se fait transplanter, c'est plus que 2/3 des patients greffés qui reçoivent des reins, et puis ensuite c'est suivi par le foie, cœur, poumon, ça tourne autour de 30 à 50 transplantations à l'année pour le cœur, 30 pour les poumons, vers 50. Merci. Et nous avons d'ailleurs des greffés dans la salle, et je crois qu'il y en a certains qui sont prêts à témoigner. Je crois qu'il y a Karine parmi nous. Et j'aimerais savoir, Karine, combien de temps vous avez attendu pour recevoir vos organes, parce que vous avez besoin de plusieurs organes vitaux pour pouvoir survivre. Oui, alors moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai attendu que 3 mois. Pour les deux transplantations en fait. Et ça s'est fait ici à Lausanne? Oui, le foie il y a 12 ans à Lausanne, et poumon et rein il y a 2 ans aussi à Lausanne. Et vous ne connaissez pas vos donneurs? Non, pas du tout. Non. Et ça c'est la règle, hein. On ne connaît pas, il y a un anonymat total effectivement au niveau des confirmés des donneurs. L'anonymat est quelque chose de très important dans le don d'organes qu'on doit absolument respecter. J'aimerais savoir, quelqu'un du public refuse, a un cœur malade, il sait que la seule possibilité pour lui de continuer à vivre serait une transplantation, et il refuse. Est-ce qu'à ce moment-là, le refus de la vie, est-ce que c'est un suicide, finalement, de la personne, ou pas? Elle est libre, attention, tout à fait librement, en respectant son jugement. Monseigneur Kmuir, j'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, bonsoir. Je crois que c'est une question difficile parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Un thème, c'est l'âge de cette personne. Donc si j'ai 20 ans et je refuse la greffe d'un cœur, ce n'est pas la même situation si que j'ai 60 ans ou 70 ans. Ça serait, mettons, 40 ans. Voilà. Je crois
pas non plus que ce soit un suicide. Ça dépend aussi des enfants, de la famille, etc. Si la personne est prête à mourir, voilà, elle peut mourir. Donc on n'est pas forcé de se faire soigner. Je crois que c'est un des principes de la liberté humaine, qu'on n'est pas forcé à se faire soigner. Monseigneur, mais je crois que c'est aussi oui. un cas extrême. Ouais. Monseigneur Mur, si vous êtes ici justement, c'est parce que vous estimez quelque part que l'Église catholique, en l'occurrence, n'informe pas assez, ne prend pas assez position sur cette question du don d'organes. Il y a, à ma connaissance, pas une très grande discussion, mais il y a quand même dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est une espèce de manuel pour ceux qui veulent s'informer, il y a un paragraphe sur le don d'organes qui, là, est présenté de manière tout à fait positive, sous quelques conditions. Une des conditions, précisément, c'est la liberté. La liberté du donneur et la liberté du receveur. Puis, s'il y a des enfants qui ne sont pas tout à fait libres, ça c'est une autre question. Mais en principe, il faut que ceux qui sont impliqués soient libres. Il y a un autre principe, c'est celui de l'information. Le récepteur doit savoir ce qui se passe et le donneur aussi. Même s'il est déjà décédé, il doit savoir ce qui se passe, et il y a aussi des donneurs vivants, j'en connais 2 personnes. Il y a aussi des donneurs vivants, ils doivent savoir ce qui se passe avec leur corps. Il y a un autre principe dans ce petit paragraphe, c'est celui de l'équivalence, voilà, ou de la correspondance plutôt, des risques de celui qui donne et du gain de celui qui reçoit. Et il y a enfin, et je crois que c'est plutôt un thème pour la politique ou pour toute notre société, il y a le principe que tout cela doit être gratuit. Donc, ce n'est pas une marchandise comme une autre, un rein ou un cœur ou des poumons. Donc, il faut que ça soit gratuit. Et ça, c'est un problème social que nous connaissons, que les organes sont prélevés et puis vendus. Et ça, c'est une catastrophe, ça ne doit pas arriver. Donc, il y a le principe de la gratuité. Vous parliez de la liberté, et sauf erreur, Joseph Ratzinger n'a pas été libre en termes de don d'organes, parce qu'il était radié de la liste des donneurs quand il était nommé pape, parce que le Vatican a déclaré, maintenant qu'il est pape, son corps est propriété de l'Église universelle. C'est un aspect un petit peu archaïque, non, de l'Église catholique. Voilà, vous l'appelez archaïque, mais il y a des centaines, des milliers de personnes qui se promènent depuis le corps, donc depuis les restes du corps de Jean 23. Voilà, si ça sert à leur vie, c'est bien. Et d'ailleurs, je crois, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais je ne sais pas si les organes du Benoît XVI sont encore très utilisables. La limite d'âge. Y a-t-il une limite d'âge d'ailleurs? Ça, c'est une question. Il n'y a pas de limite d'âge, Francis. J'ai aucune idée. Il n'y a pas de microdata. Il n'y a pas de limite d'âge. Et puis le donneur le plus âgé l'année passée avait 88 ans. Et puis je pense que c'est surtout le foie et les reins qui peuvent être prélevés dans ces situations. Merci, c'est bien. Le plaisir également d'accueillir Imam Ibrahim Youssef, imam de Genève. Vous êtes originaire du Maroc, ça fait de longues années que vous êtes établi ici en Suisse. Et vous, c'est intéressant parce que vous étiez confronté directement à ce problème des dons d'organes. On peut le dire, votre fille cadette a eu un problème à la naissance. On lui donnait très peu de temps pour vivre. Finalement, elle a bénéficié d'une transplantation. Elle a 18 ans aujourd'hui. Oui. Et vous, ça vous a amené à réfléchir sur ce don d'organes, parce qu'on peut le dire qu'avant, vous étiez plutôt opposé à ce type de démarche. Oui, tout à fait. Bon, ce n'était pas un don d'organes, plutôt un don de plaquettes. Mais pour moi, pour la religion islamique, c'est la même chose. Je crois que
Je vais sauter sur ce que M. l'évêque a dit pour dire quelque chose que désormais, depuis 18 ans, j'ai cette conviction que nous, on n'appartient pas à des religions, on n'appartient pas à des institutions, mais je crois que nous appartenons à Dieu seul. Je ne crois pas qu'il y a un corps musulman, un corps chrétien, un corps juif, un corps bouddhiste, mais il y a un corps humain. La religion, les convictions, ça c'est quelque chose d'une manière culturelle ou spirituelle. Parce que lorsqu'on parle au simple des musulmans, on dit c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez du don d'organes? C'est interdit. On ne donne pas notre organe à nos musulmans. C'est ça la réponse automatique. Mais grâce à Dieu, nous avons une autre réponse, je crois beaucoup plus juste, qui est issue d'instances islamiques fondamentales. Et ça fait l'unanimité de toute la communauté musulmane qui tourne aujourd'hui d'1,3 milliard musulmans. On n'a qu'un seul avis. Et cet avis aujourd'hui que les musulmans, entre guillemets, bien éclairés par l'islam, qui la suivent. Mais je crois en Suisse, il y a aussi d'autres lacunes, c'est qu'il n'y a personne qui est venu nous solliciter, il n'y a personne qui est venu frapper à nos portes, il n'y a personne qui est venu, à part notre amie Madame Voloton. Vous êtes la première, et c'est pour ça que je vous remercie infiniment. Je crois aussi que les structures officielles doivent faire l'effort pour impliquer le religieux dans cette question, parce que s'il y a un empêchement, parmi les empêchements, c'est les arriérés, les préjugés de religion ou de culture. Il faut que ça saute. Moi, je m'engage au niveau de ma communauté qu'on va faire sauter ce tabou, qu'on va faire sauter cette interdiction qui n'a pas le droit de l'être. Voilà. Merci. Merci pour votre témoignage. Alors l'imam Ibrahim Youssef vient de le dire, il n'y a qu'un corps humain, belle image. François Garay, vous êtes rabbin, vous, à la synagogue de Genève, rabbin libéral. Alors il n'y a qu'un corps humain, il n'y a peut-être qu'un seul Dieu, mais il y a plusieurs communautés religieuses. Et si vous êtes rabbin libéral de la branche libérale, ça veut bien dire qu'il y en a d'autres au sein de la communauté juive qui n'ont pas forcément la même position par rapport au don d'organes. Alors aujourd'hui, à part ceux qui se trouvent à l'extrême droite, on dirait, ou l'extrême rigueur de la tradition juive, depuis 1987, dans un pays, en Israël, où le religieux a une place dans le politique ou avec le politique, il a été clairement énoncé que les dons d'organes sont autorisés. Non seulement ils sont autorisés, mais ils sont fortement conseillés, étant donné que dans notre tradition, on dit que lorsque la vie est en danger, tous les interdits sont levés, en conséquence de quoi tout don d'organes doit être autorisé par le donneur ou par la famille. Et donc, dans ce sens-là, depuis 1987, les choses sont extrêmement claires. Et dans les hôpitaux israéliens gérés par des institutions religieuses, le don d'organes se pratique de façon tout à fait normale. Je voudrais revenir un petit moment sur la question de la Valoton, que je trouve extrêmement vindicative. Est-ce que c'est un suicide? Moi, je ne dirais pas que c'est un suicide, parce que c'est enfoncer la personne encore plus bas qu'elle ne l'est. Par contre, je crois que nous avons, à partir du moment où une personne dit non, nous avons un devoir qui est de montrer à cette personne qu'il y a un autre chemin que le refus. Et notre devoir, et je ne parle pas des religieux uniquement, je parle de son environnement familial, de ses amis, doivent l'amener à prendre conscience qu'une autre position est possible. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Tu ne seras pas insensible au sang de l'autre ». C'est-à-dire que lorsque l'on se rend compte que l'autre est en danger, on doit intervenir pour lui conseiller un autre chemin, pour essayer de l'influencer. Mais je ne qualifierais pas, même si cette personne, nous essayons de l'influencer, même si elle continuait à refuser un don d'organes, je ne dirais pas que cette personne s'est suicidée, je dirais que cette personne s'est perdue. La famille est aussi opposée. La famille ne se sent pas concernée par le don d'organes. Alors, évidemment que
quand on est jeune et qu'on a des enfants. Je trouve que cette attitude de refuser la vie parce que elle est convaincue que ça, au point de vue religieux, ça ne lui convient pas, etc., c'est quand même un drame pour après, parce que finalement, les enfants perdront un père, la femme perdra son mari, et la famille perd un membre de sa famille. On ne peut pas intervenir sur la réponse de la personne concernée. Par contre, si on est autour de cette personne qui est concernée, notre devoir est de l'influencer pour lui faire comprendre qu'il y a un autre chemin que celui qu'elle... Il m'est arrivé, j'avais une très grande amie qui était greffée du foie et qui a été une des premières greffées du foie en France. Et ensuite, elle a fondé une association parce qu'elle trouvait qu'il était nécessaire d'accompagner ces personnes. Et un jour, elle a été appelée par l'hôpital, par le service où elle avait reçu sa greffe de foie, pour un coreligionnaire, donc juif, qui devait recevoir un foie parce que sinon il mourrait dans les semaines ou les mois qui suivaient. Et il avait un foie compatible, il y avait la possibilité de lui greffer un foie, évidemment c'est très rapide, et il l'a refusé parce qu'il avait cette peur en lui de se dire si on me donne un organe qui n'est pas moi, alors je ne suis plus moi. Et je pense que ceci est ressenti par les individus. C'était il y a 20 ans. Cette personne a été le voir et donc il aurait été un suicide, pour reprendre vos paroles. Cette personne a été le voir et l'a convaincu que même s'il recevait le foie d'une autre personne, il restait lui. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est intéressant, Frantimer. Il y a des cas de résistance de la part de patients par rapport à recevoir un organe, cette peur de... Bon, ce qu'on réalise, c'est de temps à autre qu'on a des refus dans le moment où on offre un organe parce que le patient n'est pas prêt à recevoir l'organe, ça existe. Mais il y a aussi toutes les histoires qu'on entend qu'on a un certain lien envers le donneur, c'est-à-dire j'ai entendu une histoire d'une patiente greffée du cœur qui dit mon donneur a certainement mangé souvent chez McDonald's, alors moi aussi tous les mois j'ai au moins une fois mangé des pommes frites là-bas pour être en contact avec le receveur, mais je pense que c'est une façon d'accepter ce don. Et puis là je pense que c'est aussi important des receveurs. On peut écrire une lettre anonyme au donneur, à la famille du donneur. Je pense que ça c'est très important parce que c'est quand même psychologiquement, on regagne une qualité de vie, on regagne la vie grâce à un donneur qui était prêt à donner ses organes, qui d'ailleurs en Suisse, ce qui est écrit dans la loi, est sans frais. Alors tous les organes sont gratuits. Ça n'a que la valeur du cadeau, mais ça n'a pas une valeur monétaire. Et ça, je pense, c'est très très important. C'est écrit dans la loi de transplantation. Je vous remercie. Denis Muller, vous êtes pasteur, professeur de théologie, d'études et d'éthique, à l'université de Lausanne, à l'université de Genève également. Alors, est-ce que les protestants, eux, sont unanimes vis-à-vis de ce don d'organes ? Comme vous savez, les protestants se privilègent de penser par eux-mêmes individuellement et d'avoir autant d'opinions que de têtes. Non, plus sérieusement, je ne crois pas, par rapport à l'ensemble du débat qu'on a, très intéressant, qui a déjà commencé ce soir avec les différents collègues autour de la table ronde, que le débat soit uniquement, bien sûr, la position des religions on l'a déjà entendu fortement, contre une position laïque ou d'éthique. Et c'est vrai que j'ai cette double casquette, je suis professeur d'éthique, et pour répondre à Mme Vallotton, ça fait près de 30 ans que le débat sur les transplantations d'organes, il est présent dans mon métier, pas seulement ce que je devrais prêcher, mais dans les étudiants, dans la discussion. Mais il faut voir d'où on vient. On parle beaucoup. J'aimerais souligner la notion du don et du don gratuit auquel il vient de faire allusion justement maintenant. On se gargarise un peu sur le terme de don. Mais il ne faut pas se gargariser sur le terme de don. Il faut le prendre au sérieux. Si le don, c'est le don, et si le don, c'est gratuit, ça veut dire que le don est libre et que celui qui dit non à donner est tout aussi libre et respectable que celui qui dit oui. Comme protestant et comme être humain, je suis pour le don d'organes, certes, mais à condition que la valeur fondamentale de la liberté et de la dignité de chaque personne soit complètement respectée. Et on n'a pas ici, on n'est pas dans un débat, les bons qui sont pour le don et puis les mauvais qui sont contre. Ça, j'aimerais le souligner de manière extrêmement importante, avec un petit souvenir d'enfance qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui est l'origine de ma position. J'ai un frère qui est décédé en 2000 suite à un handicap et qui avait le malheur d'être né avec 3 reins.
Et lorsque mes parents ont découvert que mon frère Bernard était gravement handicapé et devrait être opéré, ils m'ont fait quasiment promettre au pied de l'arbre de Noël plutôt que devant la croix que je donnerais mon rein à mon frère. Ce que je n'ai pas eu à faire parce que ça n'aurait pas été possible de toute façon. Mais je veux dire, cette pression psychologique, ce n'est pas seulement moi qui l'ai vécue. Je me suis battu avec Madame Dreyfus, puisqu'il n'y a pas de dame autour de la table, il faut bien que j'en cite une. Je me suis battu, par exemple, avec Ruth Dreyfus en faveur, on y a fait allusion tout à l'heure, du consentement explicite. Et je pouvais même utiliser la parole biblique et néo-testamentaire, que ton oui soit oui. Si vous donnez vos organes, si je suis pour donner mes organes, pour avoir une carte de donneur, si je peux y être utile encore à mon âge, ou selon la situation, c'est à la condition que je puisse l'avoir dit de mon vivant, ou l'avoir consigné dans une carte, ou que l'avoir dit à ma famille pour que les médecins le sachent. Et d'autre part, du point de vue éthique et pas tellement du point de vue religieux, cette règle d'or de la séparation des médecins intensivistes, on en parlait avec les collègues avant la table ronde, et des transplanteurs, elle exprime un conflit d'intérêts qui n'est pas seulement celui des médecins. Ce conflit d'intérêts, je viens de l'exprimer par mon expérience biographique, c'est celui de toute notre société. D'un côté, nous nous battons contre la mort, et de l'autre côté, nous nous battons pour la vie. Mais à certains moments, c'est grâce à la mort que la vie devient possible, à condition que les choses soient bien séparées, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et de confusion. Et donc ça, c'est un point, si vous voulez, je voudrais dire. Juste une dernière remarque, si vous permettez. Dans mon enseignement d'éthique, comme éthicien protestant, je suis aussi confronté non seulement à des positions d'autres religions, d'autres confessions, mais également à des libres penseurs et des agnostiques. Un philosophe célèbre avec lequel je ne suis absolument pas d'accord, mais avec qui je suis ami, Ruvénogien, dit on nage en pleine hypocrisie. Ce don d'organes qui n'a pas lieu alors qu'on manque d'organes, ça ne devrait pas être un don, ça devrait être un commerce. Il rompt le tabou de ce mythe généreux et bienfaisant, du don gratuit, dans lequel il n'y aurait aucun intérêt financier, aucun enjeu. Il dit, puisque on manque d'organes, eh bien, payons les organes et faisons-le de manière économiquement efficace et responsable. J'ai débattu récemment avec lui de cette question, et si on défend le don gratuit, alors il faut s'opposer à Ruvénogien, mais pour ça, il faut dire que ton don soit libre, et si tu ne donnes pas, tu seras tout autant respecté. C'est en convainquant davantage de gens de donner librement leurs organes qu'on luttera contre le manque d'organes, et non pas en faisant du chantage psychologique à ceux qui ont choisi de faire autrement par rapport à leurs convictions intimes sur le rapport au corps, sur le rapport à l'esprit, sur le rapport au cadavre, sur le respect dû au cadavre, et d'autres choses sur lesquelles sans doute on pourrait encore discuter dans la suite de notre table ronde. Je vous remercie. Le plaisir d'accueillir aussi Jean-Marc Falcon-Bello, un collègue, un journaliste, reporter Espace 2, spécialiste du Tibet. Vous êtes l'un des rares traducteurs d'ailleurs de français tibétain. Et alors, le bouddhisme, tradition, religion peut-être la plus exotique ici autour de cette table, néanmoins présente ici, en Suisse, c'est quoi? Le libre arbitre est également au centre de cette problématique du don d'organes dans le bouddhisme également? Forcément qu'en écoutant tous les intervenants, j'y trouve matière à être d'accord, bien évidemment. Donc, si on en revient au principe ou au précepte du bouddhisme, je pense qu'il n'y a vraiment rien qui oppose le don d'organes ou qui s'oppose au don d'organes. D'autant plus que d'abord, il y a la notion de don. Donc ça, c'est ce qu'on appellera une paramita, c'est-à-dire une vertu transcendante. Donc développer le don, c'est la première des vertus. Voilà ce que je pourrais dire. Je vous remercie. Alors, je retourne vers la religion peut-être la plus hiérarchique, monsieur l'évêque, la religion catholique, l'Église catholique. On a l'impression d'une manière plus générale que l'Église a peut-être un peu de peine à s'adapter pour répondre aux questions de société, voire aux changements technologiques. Il y a un temps de retard, le temps de la médecine, le temps de la science n'est pas celui de la religion. Est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que c'est un constat que vous faites par rapport aux réponses que certains de vos fidèles vous questionnent, vous demandent? C'est pas du tout vrai. Parce que si un fidèle vient et il n'est pas sûr, donc je peux traiter avec lui ces questions de liberté, d'identité, de gratuité, d'information, etc. Et surtout, les questions qui viennent, c'est
au niveau de la peur. Parce qu'une personne peut avoir peur de ne pas gagner le royaume éternel ou le ciel ou la vie éternelle si elle n'est pas intégralement au niveau des organes. Et là, c'est le souci des évêques et des prêtres et des agents pastoraux de leur prendre cette peur, de dire qu'on est accueilli par Dieu, donc notre espérance, on est accueilli tant que nous sommes, avec un rein ou deux reins, peu importe, avec un cœur donné, gratuitement ou non. Denis Muller, cette peur, vous l'avez constatée? En éthique et du point de vue des religions, si on prend l'ensemble des problèmes des développements technologiques aujourd'hui, il faut dire deux choses. D'une part, il y a un débat ouvert dans toutes les religions, et aussi parmi les agnostiques et les athées, pour savoir si les produits technologiques et biotechnologiques, les progrès extraordinaires de la science, de la médecine dont nous nous félicitons, sont approuvables ou non. Puis là, on a un débat, puis là, on peut avoir des différences. Et si on va parler... Je trouve que c'est très bien qu'on ne parle pas que du don d'organes. Et en parlant de débat, il y a un débat actuel au niveau de la transplantation d'organes. On a parlé du consentement explicite, c'est ce que requiert la loi. Sauf erreur, il y a sur la table la question du consentement présumé. C'est le système que connaissent pas mal de nos voisins, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la Belgique, sauf erreur. Et je voulais savoir, par exemple, René Prêtre, est-ce que vous êtes plutôt favorable à ce système de consentement présumé, c'est-à-dire que le don d'organes est automatique, sauf si on a fait expressément mention dans son testament, sa carte de donneur, justement, qu'on ne veut pas donner son organe? Oula, ça c'est une question difficile, moi je dois dire. Moi j'aimerais bien jouer simplement sur la solidarité, sur le don spontané, comme vous l'avez dit, et puis aussi donner le droit aux gens de dire non, de dire, voilà, pour moi ça me gêne de savoir qu'une partie de mon corps va partir. Quelque chose que j'accepte vraiment également. D'un autre côté, c'est sûr qu'on a comme je le disais, des patients qui ne méritent pas le sort que la nature leur a réservé, et on sait qu'on pourrait les aider de manière dramatique, enfin dramatique dans le sens anglais du terme, et ça fait également très mal de les voir sans aide alors qu'il y aurait des possibilités. Le problème que l'on a actuellement, c'est un flou complet. Et quand vous dites à quelqu'un, à une famille, ben voilà, votre jeune homme, votre fille est décédée tragiquement, personne ne s'y attendait, c'est le premier coup de poing que vous leur donnez à la figure, c'est un boxeur qui est sonné, peut-être pas au tapis, mais qui est complètement KO, et là vous demandez juste après, est-ce qu'on a le droit de prendre l'organe? Et c'est une décision, surtout si c'est une famille plurie, avec plusieurs personnes, qui est extrêmement difficile à prendre. Il suffit qu'une personne sur 4 ou 5 dise « mais je ne crois pas qu'il aurait voulu », et la décision viendra en disant ben, « on ne va pas le faire ». Par contre, si on disait « voilà, votre proche est décédé malheureusement, nous avons un donneur, 4 donneurs, parce que c'est souvent beaucoup plus, qui sont en besoin, et nous allons procéder au prélèvement ». Voilà. Que vous n'y voyez pas d'inconvénient, mais même pas cette question, et d'attendre un tout petit peu. Si les gens diraient non, absolument pas, là, moi, je trouve qu'on devrait respecter cet avis de la famille. Par contre, s'il n'y a pas de veto, aller de l'avant. Moi, c'est comme ça que je vois un petit peu cette implémentation de cette vision-là. Manuel Pascal, il faut être assez clair aussi, c'est la volonté du défunt qui prime. Alors, actuellement, c'est le cas avec la nouvelle loi sur la transplantation depuis 2007. Mais finalement, je crois que ce n'est pas tellement important, cette notion de carte qui prime sur la volonté des proches ou même du consentement présumé, puisqu'on sait que dans les pays qui ont le consentement présumé, lorsque la famille s'oppose, les équipes médicales ne vont pas prélever des organes. Ce serait vraiment trop cruel, en fait, d'aller de l'avant avec un prélèvement si la famille est opposée, même si le défunt avait donné son accord. Si on prend l'exemple d'un pays comme l'Espagne, qui est un pays catholique, et ce qu'on a constaté sur 10 ans, c'est que le taux de donneurs s'est multiplié par 4. Et c'était très intéressant au début des années 90, parce qu'on ne savait pas justement si un pays catholique allait devenir un bon pays donneur d'organes ou pas. Donc en fait, un pays comme l'Espagne démontre qu'avec une bonne information, une bonne compréhension, des bonnes campagnes, une bonne organisation, on peut multiplier par 4 le taux de donneurs sur une période relativement courte, de 5 à 10 ans. Et puis depuis, ils sont restés à ce niveau très haut, et ils disent toujours
avec un petit peu d'arrogance, on est le pays numéro 1 dans le monde d'un point de vue donneur d'organes, mais c'est vrai. Et donc, je pense que c'est très important que les différentes religions donnent des messages comme ceux qui sont donnés ce soir, dans le fond, mais que l'information diffuse, parce que quand on est atteint d'une insuffisance d'organes terminale, ou un proche, dans 95% des cas, la personne en fait est en attente d'une transplantation et veut une transplantation. C'est rarissime, pour revenir au cas de Mme Vallotton, c'est rarissime la personne qui souffre, qui est en attente d'un organe et qui tout d'un coup décide de laisser tomber. C'est très rare. On avait fait une enquête dans le canton de Vaud. 2/3 des personnes interrogées étaient en faveur du don d'organes, 40% seulement en avaient parlé avec leurs proches, et puis moins de 10% avaient une carte de donneur. Mais la clé, c'est d'en parler à ses proches. Il faut faire la réflexion, il faut prendre position et il faut en parler à ses proches. Parce que c'est les proches qui seront là en cas de malheur et la discussion des médecins qui, comme le dit René Prêtre, est une discussion unique, incroyable, au moment d'un décès, de devoir parler à une famille de don d'organes, c'est extrêmement difficile. Donc si les proches sont au courant, c'est beaucoup plus facile. Et vous, rabbin, imam, homme de terrain, vous êtes souvent confronté à ces demandes-là des familles qui viennent vous voir, qui vous demandent conseil par rapport à des situations tragiques? La grande majorité des textes disent oui au don d'organes, puisque sauver une vie, c'est sauver un monde, puisqu'à travers celui qui est sauvé, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, donc cette personne va continuer à avoir une influence dans sa vie et autour d'elle. Et donc, ma réponse a été a été positive de façon radicale. J'ai même été confronté, pas pour un don d'organes, mais pour un don de moelle. Une enfant de ma communauté, atteinte de leucémie, pouvait éventuellement subir tout le traitement jusqu'au don de moelle. Et sa mère m'a demandé, est-ce que toi, tu donnerais ta moelle? J'ai dit oui. Et donc, j'ai suivi une analyse pour savoir si j'étais compatible. Malheureusement, je ne l'étais pas et cet enfant est décédé. Donc, pour moi, la question ne se pose pas. Enfin, la réponse est évidente. Et vous, monsieur l'imam? J'ai vu de toutes les couleurs et de tous les événements, de tous les scénarios. Mais je crois que c'est notre faute qu'on n'a pas encore réussi à transmettre les textes religieux à notre communauté. C'est plutôt l'ignorance. C'est pour ça que je crois que dans tous les hôpitaux, il faut qu'il y ait une structure religieuse, des aumôneries religieuses qui viennent apporter leur soutien, parce que des fois, il faut seulement. Qu'est-ce que ces familles musulmanes cherchaient? Ils ne cherchaient pas un avis juridique. Ils cherchaient seulement à prendre cette responsabilité, à la mettre sur les épaules de l'imam. Je crois que le grand ennemi du don d'organes, c'est le manque de communication. Il y a une question qui a été abordée par l'évêque, par vous, Denis Muller, c'est aussi la question de la peur. La peur, elle est très présente parmi les croyants par rapport au don d'organes. Quelqu'un veut répondre? Est-ce que c'est uniquement parmi les croyants? Parce que c'est le sujet. Parlons-en de la peur, la mort cérébrale. Est-ce que Antoine Vallotton en faisait mention? Cette mort cérébrale, est-ce qu'elle est... Rassurez-nous, le corps médical, est-ce qu'elle est scientifiquement prouvée? On ne risque pas de nous débrancher alors qu'on a un espoir de vie ou... Le problème, c'est les autorités religieuses relativement rigoureuses disent il est interdit de débrancher, quoi qu'elles disent, mais s'il y avait une panne, on ne rebrancherait pas. Ce sont les mêmes. Et comme le disait un intervenant dans des discussions avec le corps médical, on se pose la question, a-t-on le droit de débrancher, mais on ne se pose pas la question, a-t-on le droit de brancher? Manuel Pasquale. Il faut peut-être là juste préciser d'un point de vue médical, et Franz Zimmer connaît ça très bien également, c'est que la mort cérébrale, et là je rejoins l'imam, il faut vraiment l'expliquer parce que c'est un concept qui est très difficile à comprendre. Mais il y a des critères qui sont clairs, cliniques, et parfois avec des examens paracliniques, qui définissent la mort cérébrale. Et si le constat de mort cérébrale est établi, ça équivaut à la mort de l'individu.
Donc en fait, on peut aller de l'avant et prélever des organes dans cette situation, mais la situation de prélèvement va durer 24 à 48 heures. Après ça, la personne devient instable. Donc il faut bien distinguer la mort cérébrale du coma végétatif ou du coma avancé, ou du coma dépassé, comme on l'appelle parfois, comme le cas d'Ariel Sharon, où dans le fond, il n'a pas les critères de mort cérébrale. Donc il est impensable de prélever des organes chez quelqu'un qui est en coma végétatif ou coma dépassé, tant que les signes de mort cérébrale ne sont pas là. Donc moi je rejoins ce que disait l'imam, c'est-à-dire que la clé dans tout ça, c'est l'information. Et l'information doit être de qualité, doit être répétée. Les campagnes actuelles sont insuffisantes, on en parle tout le temps, et c'est pas facile à comprendre, mais pour que la confiance soit établie entre une famille qui vient de perdre un proche et puis une équipe médicale des soins intensifs qui diagnostique une mort cérébrale et puis qui, dans les 2 heures qui suivent, vont parler de dons d'organes et de transplantation, la confiance qui est établie dans ces moments-là doit être basée en fait sur une connaissance et une information de la famille et de la population en général, et ceci manque en fait. Sur la mort cérébrale, Franz Zimmer, peut-être des précisions? Bon, comme le disait le professeur Pasqua, c'est très difficile à comprendre si on n'est pas donc difficile à informer dans ces mais en principe, moi j'ai entendu un exemple qui me semble très, très bien, ce qui illustre très bien, si on n'a pas de vascularisation du tronc cérébral du cerveau, si tout est mort en principe, qui règle la circulation, la respiration, tout le fonction végétatif ne fonctionne plus. En principe, on est dans une situation médicalement, on peut garder la perfusion, le cœur peut battre, on a des médicaments qu'on peut laisser pour que ce corps mort, en principe, continue le cœur à battre. Et puis ça, c'est une situation qui est assez particulière. Mais encore une chose, les critères sont extrêmement stricts. Et vous savez, on a beaucoup de patients, effectivement, on n'a pas le droit de faire le prélèvement. Et je peux vous dire, il n'y en a jamais aucun qui n'est pas allé dans une mort sûre dans les heures qui suivaient l'arrêt de la thérapie. Non, ces critères sont extrêmement stricts. Et s'il y avait un quelque doute, on ne signerait pas le papier de mort cérébrale. Et peut-être on peut ajouter aussi que lorsqu'il y a un doute véritable, on fait encore des examens qui s'appellent des angiographies, qui peuvent tester, voir s'il y a du sang qui monte dans le cerveau. Et on démontre en fait qu'il n'y a pas de sang du tout qui monte dans le cerveau. Donc ça, c'est vraiment la preuve ultime que le cerveau est mort. Mais votre question, je pense, c'est est-ce qu'avec les progrès de la médecine, dans 100 ans ou dans 200 ans, quelqu'un qui serait en mort cérébrale en 2011 pourrait revenir à la vie? Et la réponse aujourd'hui, c'est non. Parce que s'il n'y a pas de sang, les cellules meurent et le cerveau est mort. Jean-Marc Falcon-Bello. Non, moi, en écoutant toutes ces réflexions très riches, je reviens à mon idée de bien mourir quand même. Je pense que forcément que la question du don d'organes, elle nous ramène à la question de la mort quand même. Pourquoi? Parce que la mort, c'est toujours des circonstances. Elle n'est pas hors de certaines circonstances. Ça sera par exemple un accident, ça peut être une longue maladie, il peut y avoir toutes sortes de circonstances. Mais bien mourir, ça veut dire que quand même, il y a non seulement la personne qui décède, mais aussi la famille. Donc très certainement que si l'on répond le mieux possible à cette question du bien mourir, donc avec forcément dignité, c'est pas dire qu'on ne meurt pas d'habitude avec dignité, mais avec conscience où il peut y avoir toutes sortes de choses, d'ailleurs, ou de valeurs, ou de notions qu'on va greffer sur l'idée de bien mourir. Mais à mon avis, cette question elle est centrale. Si l'on peut être assuré de ça, peut-être qu'ensuite, parce que finalement on est en train de parler de mort cérébrale, donc de quoi est-on en train de parler? On est en train de parler de la limite. Donc ça veut dire qu'on est en train de se dire, effectivement, si on est sûr d'être mort, bien mort, d'une certaine façon. Il est bien mort, il est vraiment mort. Donc c'est pas qu'une réalité médicale, c'est pas qu'une réalité scientifique. Ça veut dire qu'on a tout fait pour lui. Bien sûr que la question elle est extraordinairement pertinente. Mais à mon avis, on ne peut pas évacuer le problème ou la question centrale de la mort rituelle, presque, de la mort culturelle. Ça, c'est intéressant. Le manque de rite rend difficile, effectivement, ce passage ou ces décisions de Niemöller. Mais je voudrais consonner à ce que vient de dire monsieur, c'est-à-dire qu'à la fois, on est dans
le problème hyper scientifique et hyper pointu, mais quand même débattu depuis des décennies, de la définition scientifique exacte de la mort et des critères hyper rigoureux, mais qui ont varié au cours des époques et qui peuvent encore varier demain. Donc ils sont en même temps extrêmement fragiles dans leur rigueur même. Mais ça, c'est le pôle scientifique indispensable pour garantir la précaution scientifique. Mais de l'autre côté, les morts dont nous parlons, si nous parlons sérieusement de religion, ils sont aussi vivants. Je lâche exprès maintenant cette phrase-là. Les morts dont nous parlons, on a souvent débattu sur le don d'organes. C'est pas grave, et du côté protestant, on a souvent cette thèse, c'est pas grave le don d'organes parce que le cadavre n'a plus rien à dire. On prend un cadavre, et on est bien à l'autre bout de la lorgnette, un cadavre qui est vraiment mort cérébralement, et donc il y a un vrai cadavre. Mais un cadavre, c'est encore la chair de celui que nous avons aimé et que nous avons connu. Donc, l'espérance, qu'on parle de résurrection d'une autre manière, que ce soit dans le bouddhisme ou dans les religions monothéistes, c'est égal. C'est égal. Le fait qu'on parle d'un rapport vivant dans la foi ou dans une foi à la mort, ça veut dire qu'il faut aussi dire qu'il y a de la vie dans la mort et pas seulement de la mort dans la vie. Vous savez, le bien mourir passe aussi peut-être par la transplantation, parce que c'est sûr, c'est un drame terrible, mais moi j'ai souvent entendu des témoignages après de gens qui disaient, mais vous savez, c'était quelqu'un de tellement généreux qu'on est content qu'il en ait de d'autres et qu'on est content de savoir que... Oui. Ben oui, mais ça, je l'ai entendu de parents. Hein, cette histoire, j'ai écrit un truc dans le journal il y a quelques temps, mais je me souviens de ce témoignage où les gens me disaient, mais vous savez, c'est comme telle star qui était partie dans le cosmos et on a l'impression qu'il y a toujours un petit bip qui continue de venir vers nous. Le problème de l'information, alors on sort peut-être de la problématique strictement religieuse. Est-ce que René Prêtre, vous qui connaissez bien les deux côtés de la Sarine, hein, puisque vous y avez travaillé, est-ce qu'on peut parler pas d'un choc des religions, mais d'un choc des cultures, un peu entre roman et alémanique par rapport à ce don d'organes? On voit que les latins se sont organisés avec succès d'ailleurs, mais que du côté alémanique... Écoutez, moi j'ai du mal de me définir ou de savoir exactement pourquoi les différences sont si criardes aujourd'hui entre la Suisse allemande et la Suisse romande, par exemple. Je remarque, et ça c'est un constat qui a été fait, que la Suisse romande s'est organisée et à partir de là on a doublé, triplé le nombre de donneurs. Et la Suisse allemande est en retard là-dessus. Et j'ose espérer que ce n'est que ça. Un problème politique, médical, c'est-à-dire de mettre plus de personnes pour détecter les donneurs potentiels, de continuer des réanimations actives pour que ces donneurs potentiels deviennent des donneurs réels après. Ça manque sûrement de notre côté et j'espère que la différence n'est que là. J'ai du mal de croire qu'elle est liée à un point de vue plus égoïste, par exemple, du côté de la Sarine ou de l'autre. Mais c'est sûr que, vous le voyez très bien, le Tessin a commencé dans son microcosme, en quelque sorte, et ça a été extrêmement efficace. La Suisse romande s'est regroupée pour le faire. La Suisse allemande, malheureusement, a commencé à le faire, parce qu'ils ont vu quand même les résultats qu'il y avait. Mais il y a de nouveau un problème où vous devez mettre plus de personnel, engager plus d'argent, dans une période où, depuis 5 ans, on n'arrête pas de nous dire de coupe linéaire, de réduire les frais et tout. Cela dit, moi, je suis pour ces réductions de frais, mais là, on touche une population jeune, et c'est une population qui, à mon avis, mérite beaucoup plus que d'autres groupes, peut-être, si on peut parler comme ça. Mais dans la population jeune, encore une fois, moi, je suis pour qu'on investisse beaucoup plus. Antoinette Vallotton. Moi, j'ai une autre question, une réflexion qui m'est venue maintenant, que j'avais aussi entendue l'année dernière. Il y a souvent confusion entre don d'organes et don de son corps à la science. Et je pense que là, il y a aussi un manque d'information. Parce que les gens confondent. Et c'est dommage, parce que finalement, voilà. Bon, je pense que c'est une excellente question, parce qu'on est vraiment confronté à cette situation que pour le don du corps à la science, on reçoit quelque chose, c'est-à-dire on a finalement l'enterrement qui est payé par l'université, ce qui a abouti, et puis on reçoit une jolie carte plastifiée. Et puis on a effectivement observé que dans des villages, dans le Jura par exemple, il y avait toutes des communes qui se sont annoncées pour le don du corps à la science, et puis ils ont montré la jolie carte, ils étaient tout fiers que la famille n'avait plus à craindre d'organiser ni rien de tout. Et puis effectivement, pour nous, c'est un peu l'autre côté de la médaille. Si on parle de la communication, c'est clair, la communication c'est la situation clé. La communication ici à cette table qui est très important. Et puis si on parle de la Romandie comme modèle exemple, c'est la communication des spécialistes, des intensivistes
avec les cantons qui financent ces structures, ce qui manque en Suisse alémanique. Et puis pour le don du corps à la science, c'est pareil. Là, on réalise que les anatomes, ils ont beaucoup trop de corps pour la science, ce qui aboutit dans la situation qu'on a effectivement confrontée, que un patient décédé avait donné son corps à la science et puis finalement l'Institut anatomique était d'accord que si la famille est aussi d'accord pour prélever les organes, qu'on pouvait prélever les organes, mais là, la famille s'est très clair prononcée. Lui, il veut qu'il soit transféré à Zurich, qu'il ne doit plus revenir dans un canton X, et puis que la famille n'a rien à faire avec l'enterrement. Et puis, c'est des situations où chaque individu vit d'une façon assez particulière. Le moment du décès, et puis c'est une question de la responsabilité envers la communauté. Et puis, effectivement, en Romandie, la structure est excellente, mais il ne faut pas oublier qu'aussi en Suisse alémanique, il y a Bâle, Argovie, Berne, Saint-Gall qui annoncent beaucoup de donneurs. Et c'est grâce à des gens comme vous qui êtes ici, qui s'engagent, qui s'intéressent, qui prennent une opinion, grâce à Mme Balloton, grâce à tous les représentants ici, qu'on s'engage, mais sur 80 hôpitaux, on a 15 hôpitaux qui annoncent des donneurs, les autres 65, ils ont aussi des donneurs, mais ils n'en ont jamais. C'est un manque de motivation. Et puis c'est là où la communication commence. Une question qu'on m'avait posée aussi une fois, c'est, mais dans le fond, quand on ouvre le journal tous les jours, il y a des gens qui décèdent constamment. Comment se fait-il que vous ayez une pénurie d'organes en transplantation? Et ça, c'est aussi une question importante, parce que dans le fond, la mort cérébrale aux soins intensifs, qui est en fait la situation où on peut prélever des organes, est très rare comparée à la plupart des décès qui surviennent dans l'hôpital ou en général dans la vie. Donc pour qu'un défunt en mort cérébrale puisse être considéré et accepté comme donneur, il faut vraiment qu'il y ait des conditions très strictes. Il doit être maintenu par des ventilateurs, les organes continuent à être perfusés. Donc pour la famille, la personne est morte, mais en fait il voit un corps qui est encore chaud, qui est maintenu par des machines. Si on arrête les machines, bien sûr, tout s'arrête parce que la personne est morte, mais il faut bien comprendre que c'est moins de 5% des décès qui surviennent dans un hôpital. Et la même chose pour les accidents de la route. Souvent on dit oui, les accidents de la route, il y en a quand même beaucoup, des accidents de montagne, mais dans ces situations, la plupart du temps, quand les équipes de réanimation arrivent sur place, la personne est déjà décédée, et en fait, ces situations rarement deviennent des situations de donneurs d'organes. Actuellement, la cause numéro 1 d'un défunt donneur d'organes, c'est le problème des hémorragies cérébrales. Et l'âge, en fait, des donneurs moyens est au-dessus de 50 ans, voire 60 ans dans des pays. Avec le vieillissement de la population, c'est l'hémorragie cérébrale, où dans le fond, les organes continuent à fonctionner, mais le cerveau est mort, détruit par l'hémorragie cérébrale. Question juste pratique, le laps de temps entre le prélèvement de l'organe et la transplantation Alors ça dépend pour chaque organe. Le cœur, on dit que c'est à peu près 4 heures maximum de temps d'ischémie froide, c'est-à-dire on peut le maintenir au froid pendant 4 heures. Pour le foie, ce sera peut-être 8 heures. Les reins, on peut transplanter jusqu'à 24 heures, mais en général en Suisse, grâce aux distances qui sont courtes, la moyenne pour les reins, c'est 12 heures. Mais disons que ça dépend pour chaque organe, et le cœur est, sauf erreur, l'organe le plus rapide. Moi, je dois dire personnellement, j'ai mettre en dessous de 3 heures. Après 5 heures, 6 heures, c'est des problèmes à n'en pas finir, voire même un cœur qui ne redémarre pas. Entre évidemment 4 heures, 5 heures, c'est la zone grise. Mais... Je vous remercie. L'heure du mot de la fin, je le laisse à Antoinette Vallotton, que je signale en passant pour le rayonnement qu'elle a apporté grâce à ces débats. Et je reprends ma fiche, parce qu'elle a reçu l'Ordre du Mérite, voilà 12 ans, la nationalité française par décret spécial, s'il vous plaît, en 2004, et les palmes académiques l'an dernier, le tout sans avoir rien demandé, je le précise. Antoinette Vallotton. Chers amis, si ces témoignages vous ont aidé à comprendre le don d'organes, si quelques-uns parmi vous ont été convaincus, je pense que notre mission sera accomplie, mais ne nous endormons pas. Prenons notre bâton, le pèlerin, et poursuivons notre route et continuez le débat. À tous, je vous souhaite bonne soirée et merci. Merci.